bonsoir. Comment allez-vous? Waouh, un nouveau débat, un de plus. Rajouté à la très longue liste de moments exceptionnels que nous avons passés ensemble. Un débat, à se foutre sur la gueule, mais surtout s'en aller main dans la main, puisqu'à la fin c'est l'amour qui gagne. Je suis TPK et serai votre hôte, une fois n'est pas coutume en vérité, pour un nouveau débat. Avec aujourd'hui, vous allez le comprendre, vous allez le voir très très vite. Oh aïe aïe, on va parler jeux vidéo. On va parler jeux vidéo avec des gens qui s'y connaissent et qui ont d'ailleurs joué à absolument tous les jeux qu'on va mentionner aujourd'hui. Et j'ai compté, il y en a 37. Donc j'espère en tout cas qu'ils sont parés. On va commencer par le bravo Texu qui est avec nous. Comment ça va? Bonjour. Je suis très content d'être là, de voir enfin les amis à nouveau pour parler jeux vidéo, effectivement, et pas n'importe quel jeu vidéo. Tout ce qui a fait que je porte ce pseudo aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Texu qui vient de. On Il y a un fervent défenseur là. Là on a la force. La force obscure de la Wibri est avec nous aujourd'hui, mais c'est aussi là qu'elle est la meilleure quand elle est prête à défendre son territoire, qu'elle a pas vraiment... Enfin bref. En tout cas, on a Reza avec nous. Comment ça va, mon Reza? Mais écoute-moi, ça va. J'ai pas grand-chose à défendre en première partie. C'est un petit peu... En vrai, je pense avec moi. Il y a certains trucs où je vais être avec Otaxu, je pense. Et quelques trucs où je vais aller un peu en sens inverse. Mais la deuxième partie, je pense, me concernera beaucoup plus, qui a fait partie aujourd'hui de ma vie professionnelle, donc on en parlera. Très bien, à contresens a-t-il dit, ma chérie, tu es à contresens. Celle-ci est dans le sens du vent, puisqu'elle est arrivée vraiment avec le vent, pour de vrai. C'est un truc de fou, comment elle est arrivée à la frame. La tempête de Levallois, on l'appelle, c'est là, comment ça va? Oui, c'était moi. Ah ouais, la tempête de Levallois, carrément. Ouais, c'est vrai que je marche très vite, donc on me voit pas beaucoup. Mais je suis contente d'être là. Je sais que je vais faire beaucoup trigger les gens parce que moi, je vais peut-être pas avoir le positionnement adéquat sur le débat JRPG là, mais voilà. JRPG Rien qu'à tonton, c'est très bien où tu es là. Genre avec ton JRPG. Avec les JRPG là, bisous les Weebos. JRPG de Segramore. En tout cas, celui-ci a joué à moult JRPG. Il se souvient de la moitié des histoires auxquelles il a joué. C'est une dinguerie, mais il est avec nous puisqu'il sait parler game design et game mécanique. C'est Foster. C'est vrai que tu me le rends vachement bien parce que déjà que j'oublie ce que je mange la veille, si tu veux, me souvenir des 30 histoires auxquelles j'ai pu jouer. Et je te connais, Foster, désormais. Tu me prends bien, tu me prends vraiment bien. Non, content d'être là, de pouvoir discuter, ça va être marrant. En plus, c'est cool, c'est le retour de Taxou là, donc on va se mettre très bien sur le sujet. Oh oui. Ouais, je pense aussi. Non, mais la dernière fois, il avait fait toute une chronique de 20-30 minutes sur Stone Ocean, là où Star Ocean, pardon. Même si Pas la je le très bien aussi, mais... C'est Jojo. Ça me dit que t'as marqué. Hein. Mais ça vient du même Les deux, endroit. ça va, mais... Mais ouais, c'était stylé, donc j'ai hâte, ça va être marrant. J'ai hâte, ça va être marrant, a-t-il dit avant de commencer ce débat, puisque on va donc commencer ce débat avec un premier sujet, après un propos de Naoki Yoshida, producteur de FF16, dans le cadre de sa promo du jeu, qui nous dit que le JRPG, en fait, FF16 est dans la tourmente. Est-ce un JRPG ou pas, finalement, puisque dans le gameplay, dans ce qui nous est montré depuis des années désormais, beaucoup de choses nous mettent sur la voie quand même d'une occidentalisation de la recette FF. D'ailleurs, c'est JRPG. Ce terme, en fait, il fait polémique. Hein. Il fait polémique là-bas, sur place, au Japon, parce que ça leur parle pas beaucoup, alors que chez nous, on sait ce que c'est à peu près un JRPG. On va en parler justement entre nous. Et ensuite, nous irons flirter du côté de ces genres de jeux vidéo qui n'ont plus trop l'air d'avoir la cote hack and slash, shoot them up, beat them up, point and click. Oui, c'est Ça, c'est pas moi. Elle l'attendait. Twin Stick Shooter. Twin Stick Shooter, On est là. absolument. Voilà, moi-même Ouais. étant le plus grand joueur d'un Twin Stick Shooter que j'adore, The Binding of Isaac, évidemment. Twin Stick Shooter, roguelite, bref. C'est à suivre, on va commencer évidemment par notre premier sujet du JRPG. Alors mon Borvo, il a écrit dans le runner, je vous prie de me croire qu'il a tellement écrit que je ne sais même pas où est la question qu'on va se poser. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une grosse question en gras que je vais lire. Pourquoi parle-t-on de JRPG ? Puisque les JRPG, c'est un ensemble de mécaniques. A priori, on sait qu'on va y trouver une histoire, on sait qu'on va y trouver des personnages préfaits à l'avance. Me parlez pas de classe à choisir, de machin, de bidule. On est plutôt sur ce genre de choses. Oui. Je pensais que tu partais sur encore tes avis sur la direction artistique Pas du tout. des Non. JRPG. Non. Je suis désolé, non mais je me suis peut-être emporté. Je suis pas, donc j'ai emporté, faut j'ai faire un dégainé peu, trop là. vite. J'ai dégainé trop vite, mais Je t'ai emporté un peu.
Il m'énerve sur ce sujet, c'est pour ça. Non, j'aime bien, t'es prêt à shooter. On est parti. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Nous n'attaquerons pas les directions artistiques des différents JRPG. Je vous en donne ma parole, ce n'est pas le but. On va du coup revenir d'abord sur ce terme JRPG. Pour vous, autour de ce plateau, c'est quoi un JRPG? Lox. Comment j'ai fait la petite première de la classe là c'est très simple. C'est un RPG japonais. Incroyable. Let's go là-dessus. Ouais, ding ding, j'ai gagné un point. Bien vu. Ouais, Voilà. c'est ça. En vrai, moi, je pense pas avoir de vraie définition. Je trouve juste qu'en fait, au fur et à mesure des années, parce que jouant à RPG depuis les années 90, il y a eu un abus de langage qui s'est créé. D'accord. Où dès qu'un jeu avait une DA un peu animée ou pixel art ou machin chose, et qui jouait tour par tour, les gens l'assimilaient à un JRPG. Alors qu'il y a des RPG japonais qui, depuis l'époque, ne se jouent pas en tour par tour. Donc, ce qui fait qu'en fait, je trouve que c'est juste un abus de langage pour dire ton RPG tour par tour. Mais sinon, je ne sais vraiment pas c'est quoi la vraie définition de ce mot et je ne sais même pas s'il existe en fait. Et bah du coup, Pour ma part. ça reprend en fait les termes de Naoki Yoshida du coup sur FF16 puisque c'est un article, enfin le youtubeur SkillUp qui a demandé à Naoki Yoshida comment ça se fait qu'on prenait un virage action assez prononcé en ce moment dans la plupart des JRPG et lui il le dit, ils n'ont pas fait FF16 avec un JRPG en tête, ils ont juste fait un jeu de rôle. Bon, c'est une réponse un peu banale, voilà, un RPG, pardon. Bon, jeu de rôle, très bien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le côté jeu de rôle Otaksu ? Mais en fait, ce que dit Yoshipi, c'est surtout que cette distinction de JRPG n'existe vraiment que pour les Occidentaux, et on peut le voir historiquement parlant, que celle-ci a été créée vraiment par les Occidentaux eux-mêmes, particulièrement à la période PS3 et un petit peu début de période PS4. On y reviendra, je crois, mais ce qu'il veut vraiment souligner, c'est juste, nous, on fait un jeu de rôle, point barre. Et c'est quelque chose qui est naturel pour n'importe quel créateur, en fait, de juste vouloir faire un genre. Mais ça souligne aussi à quel point JRPG n'est juste pas un genre. Du tout. C'est une étiquette un peu pourrie. Une étiquette créée par les joueurs en fait. Créée par les joueurs. C'est parce que les gens ils distinguent justement des mécaniques de gameplay, des styles de design et à partir de là, ils en discutent ensemble et ils disent voilà, moi je préfère ce type de RPG là parce que les Japonais ont une façon de faire qui moi me parle plus que sur un autre continent on va te faire un jeu de rôle qui est un jeu de rôle certes mais qui va être un jeu de rôle différent. À l'américaine, à l'européenne, occidentale. Les RPG occidentaux. En vrai, moi, je me pose la question si ça vient vraiment des joueurs et pas des journalistes. Ouais, et journalistes. Parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple du. C'est les gens qui jouent aussi. Ouais, mais par contre, il y a une vraie notion de. D'un côté, il y a un côté très marketing et d'un côté, il y a un côté, on essaie de. Enfin, pardon, excusez-moi. Si c'était les joueurs, c'était on essaie de se comprendre sur quel jeu sort. Si c'est un côté plutôt journalistique, éditeur, c'est un côté marketing. Et en fait, le truc, c'est que les Japonais, pendant une période, ont sorti énormément de RPG qui étaient vraiment un peu leur. Putain, alors c'était genre, si tu veux un bon RPG, pétard, t'allais taper côté Japon, tu vois. Donc ça, c'est un RPG japonais, mon petit pote, tu vois. Et je pense qu'il y avait ce côté un peu d'étiquette de JRPG que tu veux faire ressortir. Mais je pense, et je suis plutôt d'accord plus ou moins ce qu'il disait, c'est que, en fait, pour moi, ce terme, on n'en a rien à foutre, tu vois. C'est un peu comme... ça me fait beaucoup penser au terme versus fighting qui veut absolument rien dire et qui me trigger au plus haut point. Et c'est un peu la même chose avec le terme JRPG, en fait. BG. Genre, Street Fighter, c'est un J-Fighting Game. Ok, d'accord, super. Mario Kart, c'est un jeu de course, tu vois. Genre, mais c'est bon, wesh. C'est trop bizarre, ça veut rien dire. En tout cas, ce terme JRPG n'est pas venu par hasard, tu l'as dit, on a cité la presse, on a cité les joueurs, puisque à l'époque des années 80, quand les JRPG, entre guillemets, inondent les consoles de salon, il faut bien leur donner un nom. Et on va même les différencier de ce qu'on appelle le CRPG, donc là c'est Computer Role Playing Game, en gros, Pillars of Eternity, Divinity 2, j'en passe et des meilleurs, bref... les vrais RPG quoi, puisque on fait un vrai perso avec notre vrai truc, bref on incarne un bazar et bon bref, en tout cas si on va justement un peu plus loin dans cet aspect RPG, est-ce que selon vous justement des jeux comme Zelda qu'on va appeler des ARPG ne peuvent pas être rapprochés justement du JRPG comme un Nier Automata typiquement? Le Lox, t'as l'air d'être d'accord avec pour moi, tout ça, c'est des JRPG aussi. Ah ouais? Ouais, je les mets tous dans le même sac parce que pour moi, le J du JRPG, c'est Japon. Voilà. Et qui c'est qui les a fait, ces jeux-là? Je me permets. Oui. C'est pas des Français. Je me permets, ce sont des jeux japonais, mais comme on a dit, en vrai, dans le terme JRPG, quand il s'est popularisé avec la façon dont il était utilisé, c'était plus pour viser un savoir-faire, plutôt que juste l'origine d'un pays. Parce que tu vois, aujourd'hui, on prend quoi? Dark Souls, c'est japonais.
Oui. Mais c'est comment ça s'appelle ? C'est la fantasy occidentale. Pourtant, t'as les La stats. dark fantasy. C'est exactement, c'est la dark fantasy occidentale. Donc t'as des stats, tu peux créer des personnages et faire ce que tu veux, mais pourtant les gens n'appellent pas Dark Souls un JRPG. Alors que From Software et Miyazaki sont japonais. Pourtant, c'est Donc il faut les mettre dedans, ça veut dire. Ouais, mais alors, Donne-moi les rênes, je suis chaud là. J'arrive, je te fais la passe D parce que Là, j'en ai marre, il faut rappeler les histoires. Mon faut cher rappeler les Otaksu, histoires très clairement. si je vais dans le côté de Reza, je te fais la passe, mais du coup, il a pas tort. Il y a des stats, il y a un personnage concret de toute pièce et il y a du building de perso. On est peut-être plus proche d'un JRPG qu'autre chose. Non, c'est ce qu'on appelle un RPG tout court. Pour revenir à l'histoire du truc, parce que toutes ces définitions de CRPG, de WRPG et trucs comme ça n'existaient pas avant la période PS3 et Xbox 360. Pour rappel, le jeu de rôle à la base, c'est un genre qui est très occidental effectivement et qui était très sur PC. On se souvient des Ultima ou des trucs comme ça, même les roguelike de l'époque en textuel, c'était surtout ça. Là où on a touché le grand public, c'était à la période console justement, où on avait particulièrement sur la Famicom énormément d'éditeurs comme Squaresoft, Enix et consorts, même Capcom avec Breath of Fire qu'on a un petit peu oublié, étaient là pour le RPG. Quand les occidentaux, eux, plutôt du côté d'Atari, étaient sur le côté plus arcade des choses, parce qu'ils essayaient d'avoir la tirette plus que d'avoir les consoles de salon, on va dire, pendant un certain temps, avant que ça n'évolue. Sauf que quand on jouait à ces périodes-là, il n'y avait pas de JRPG, il n'y avait pas de W Western RPG. C'était un jeu de rôle, point barre. Les seules distinctions qu'on faisait effectivement étaient des distinctions de gameplay, action RPG, tour par tour, tactical, tu vois, c'est ce genre de choses. C'est à la génération PS3, au moment où le marché japonais a réévolué pour aller plutôt du côté du jeu mobile, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le cœur du développement des Européens, des Occidentaux, parce qu'on a été vers des moteurs quand eux avaient plus la culture de l'artisanat et de créer son propre code. C'est là où ils sont perdus un peu dans le délire. Et c'est là où on a commencé à avoir un énorme duel entre western, donc WRPG, et JRPG. JRPG, c'est un terme qui a été créé uniquement pour se foutre de la gueule de ces productions-là. Ça n'a jamais été un genre. Pour toi, c'est pas sérieux ? C'est pas sérieux, JRPG, c'est qu'un jeu de rôle. Quoi qu'il arrive, quand tu parles d'un truc qui est un JRPG, le seul truc que t'as en tête, finalement, c'est il y a des nana mangas et c'est tout. Tout le reste, c'est des gameplays qui existent depuis des temps immémoriaux et qui sont aussi bien sur les prods occidentales que sur les prods asiatiques, en fait. Ça n'a aucun sens, ce terme. Quand même, si je fais un peu là l'historique dans ma tête vite fait des productions RPG occidentales, on se rend très vite compte que la plupart des gros morceaux n'ont strictement rien à voir avec ce que les Japonais ont produit jusqu'à présent. Tu veux que je te fasse un détour ? The Witcher 3, tu te balades dans une map avec un cheval, tu récupères évidemment du loot sur pas mal de monstres aux alentours que tu peux crafter ensuite en ville. Dragon Quest, tu te balades sur une map en cheval, tu récupères du loot et tu fais du crafting en ville. Ouais, mais c'est un RPG en fait. Si je vais plus loin, Dragon Quest, c'est Donjons et Dragons, ce que tu me dis, et c'était sur papier, c'est exactement et ce que The Witcher, c'est tiré d'un base, livre, donc c'est encore une fois du papier. Tous les enfants donc finalement, on est tous les enfants de Donjons et Dragons, très clairement. Est-ce qu'on n'est pas tous les enfants de Donjons et Dragons ? Foster, tu m'as l'air échaudé. Ouais, en fait, il y avait un point que je trouvais assez intéressant, et en plus, c'était un truc que tu avais cité, et c'est peut-être là aussi dont on a une distinction qui s'est faite. Et je pense que c'est aussi peut-être un abus de langage qu'on a développé, enfin bref, une habitude qu'on a prise, c'est que le jeu de rôle, tu as dit, c'était très occidental, et c'est généralement quelque chose en fait dans lequel tu incarnes ton personnage, ce qui du coup en effet les occidentaux eux l'ont fait on the get go, tu vois, genre tu créais ton perso, tu faisais tes aventures, tu mettais des stats machin etc. Alors qu'en fait on a un peu trop décidé et pris le parti que lorsque tu joues un jeu avec des statistiques, c'est un jeu de rôle. Quand tu joues un jeu où tu suis des personnages avec une histoire dans laquelle tu empathies, c'est un jeu de rôle. Et en fait, je pense aussi, il y a ce côté un peu bâtard qui, en vérité, c'est genre Tales of Symphonia, dans les faits ce qu'est un jeu de rôle, Tales of Symphonia n'est pas un jeu de rôle, tu vois. Pourtant, on le catégorise comme tel. C'est un action RPG, ouais. Mais en fait, mais normalement, c'est pas un RPG, tu vois. T'étais pas le personnage, tu ne roleplays pas le personnage. Tu joues ce personnage et tu vas suivre du coup son histoire. Donc tu empathies avec son histoire, t'as toute la gestion des stats, du loot ou n'importe, qui sont peut-être des mécaniques qui, maintenant... Des mécaniques RPG du coup. Voilà, qui sont maintenant plus vraiment uniquement RPG d'ailleurs, parce que tu les retrouves un petit peu partout. À l'époque, évidemment, si tu voulais faire une grosse histoire avec des mécaniques qui étaient compliquées, tu pouvais pas en plus de ça rajouter un truc des mécaniques de création de personnages avec propre histoire. Après, à la rigueur, en vérité, tu peux me dire, le premier Final Fantasy faisait sens d'être appelé RPG, puisque tes personnages étaient juste des êtres sans nom que tu faisais toi-même, que tu nommais, que tu classais et qu'après tu partais en bataille, tu vois. Mais du moment où, à mon sens, t'as une histoire, t'as un nom, t'as un personnage fictif que tu vas incarner,
c'est difficile de parler de jeu de rôle. Dans ce cas-là, Street Fighter, c'est un jeu de rôle, j'incarne Ryu, tu vois. Je veux faire un Dokkan, il fait un Dokkan. C'est un jeu de rôle, tu vois. Et ben moi, Halo, j'étais Master Chief et du coup. En entend qu'elle n'avait pas entendu, on n'avait pas entendu parler d'Halo. Favorite RPG. C'est un roleplay Master Chief. Mais pour aller dans ton sens, effectivement, il y a eu la période 8 et 16 bits particulièrement, où quand on parlait RPG, en fait, on parlait très souvent de jeux à histoire finalement, parce que c'était les périodes où si tu voulais faire une histoire, t'avais quasiment pas d'autre choix que de faire un RPG. Alors qu'aujourd'hui, et justement c'est là où on a eu un shift à la période PS3, c'est que plutôt les jeux action-aventure ont pu avoir une histoire, le côté tactique qui était beaucoup plus présent sur une première période, et moi c'est peut-être une des raisons où à la fois j'étais jeune et à la fois je suis passée en surface sur ces types de jeux-là. Après, j'ai vu le switch où c'est passé sur de l'action RPG. Alors bien sûr, si tu penses à un FF, c'est ce qui a fait trigger la majorité des fans, évidemment. Mais moi, c'est ce qui m'a permis en fait de m'ouvrir un peu plus au JRPG qu'ils appelaient, comme ça déjà à l'époque. Mais pour le coup, moi j'ai toujours vu le JRPG comme en fait c'est juste l'empreinte japonaise, c'est Japan Game, point. C'est produit là-bas. Parce que là où Lox marque un point, c'est qu'on a quand même besoin à un moment donné d'étiqueter les genres de jeux, sinon tout est n'importe quoi. Mais pas d'où ils viennent, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. En fait, la localisation, c'est pas si important que ça dans la finalité, sauf en cas de, je sais pas, tu vois, genre un apport majeur, un style majeur, tu vois, mais qui soit plutôt en fait venu du pays lui-même, tu vois, dans leur empreinte et dans leur ADN, que plutôt extrapolé par les autres continents du monde pour dire regardez, ça c'en est un comme ça. Moi je suis assez d'accord, je suis plus dans les genres en eux-mêmes. Titrer et donner un genre, c'est-à-dire on connaissait les tactiques, on connaissait les actions et tout, et de dire aujourd'hui on fait un mix de tout, il y a du crafting en plus, il y a plein de choses qui viennent se mélanger et créer un genre là-dedans plutôt que de localiser. Moi j'ai pas envie d'être un FRPG si je suis française et que je produis un RPG. Mais comme tu le dis si bien, finalement, donner l'appellation du pays, c'est aussi donner une empreinte des façons de faire. Par exemple, le couscous. Le couscous. Bien sûr, évidemment. Le couscous tunisien, tu sais à peu près à quoi tu te frottes. C'est pas les mêmes raisons. Le couscous algérien, le couscous marocain. Moi, perso, couscous kabyle, personne ne sait ce qu'on fout dedans. Qu'est-ce que vous mettez? Et nous-mêmes, on sait pas trop. Alors, en vérité, le JRPG... Ça, c'est juste l'ego des pays africains et leur cuisine. C'est un autre problème. Mais en vrai, on est tous d'accord. Aujourd'hui, tout à l'heure, le sujet initial, tu parlais de FF16. FF16, pour moi, c'est pas un JRPG. Parce que moi, de la façon dont j'ai vu le terme JRPG évoluer dans le jeu vidéo, c'était clairement pas juste pour dire ce jeu vient du Japon. C'est plutôt pour montrer une façon de faire. Sauf que quand tu prends la manette en main FF16, est-ce que tu as l'impression de jouer à FF7 de 1997? Est-ce que tu as l'impression de jouer à Chrono Cross? Est-ce que tu as l'impression de jouer à machin? Bah non. Donc au final, moi je reste vraiment persuadé que JRPG, c'est un terme mis en avant par la commu, peut-être aussi par quelques journalistes. Et au final, on se rend compte que ça n'a pas de sens, parce que comme disait Foster, Mortal Kombat, je l'appelle pas American Fighting Game. Street Fighter, je l'appelle pas Japanese Fighting Game. J'en sais rien, tu vois, ces termes sont utilisés que dans le RPG, donc peut-être qu'il y a un versus aussi. Peut-être qu'il y a un versus, quand entre guillemets le Japon a dominé l'Occident à une certaine époque pour le RPG. Quand les Occidentaux ont commencé à remonter, je vais même prendre la 6e gène, parce qu'au final, sur la première Xbox, j'avais à l'époque Morrowind, t'avais aussi les Star Wars KOTOR, qui sont des RPG. Donc le RPG occidental, en vrai, il commence à monter vers 2003, 4, 5, petit à petit, et vraiment la PS360, il shift plus. Il y avait peut-être un moyen de dire, regardez les Japonais, nous aussi on sait faire des RPG, et on fait des meilleures histoires que vous. Et à ce moment-là, peut-être des gens après ont commencé à se différencier et à dire, ok, les autres c'est les JRPG, et nous c'est les RPG occidentaux. Moi, ce qui me saoule aussi en fait dans tout ça, c'est que justement on a parlé, et vous l'avez très bien cité, les tacticals, les actions, les tour par tour. Et en fait le problème c'est qu'on va parler d'un action RPG lorsque c'est qu'on appelle ça un RPG western, et par contre on va toujours appeler un JRPG que ce soit du tactical, de l'action, de n'importe quoi. Et ça pareil, c'est pas normal. C'est de la merde. Et en fait c'est quitte à rajouter des étiquettes, c'est un peu ce que disait Lox tout à l'heure, en fait c'est quitte à rajouter des étiquettes, rajoutez-le par le genre, parce que sinon si tu rajoutes juste le pays, tu englobes absolument beaucoup trop de trucs. Tales of Symphonia c'était JRPG, wesh putain, c'est un des premiers action RPG en 2D qui est une tuerie, quoi. Moi, pour appuyer le fait que pour moi c'est vraiment un truc qui vient de l'Occident et qu'on a balancé comme ça, c'est que pour moi, tu sais, ça fait genre grosse bulle autour de tout ce qui se fait au Japon, slash les mangas, les animés, dans le style, dans l'écriture. Et du coup, c'est très, tu vois, englobé dans tout ça pour dire voilà la proposition, voilà quel type d'histoire, quel type d'écriture, genre esprit shonen, esprit, tu vois, genre vraiment aller mettre le truc comme ça.
Et du coup, pour moi, c'est vraiment une vision un peu archaïque, on va pas se mentir, mais vraiment à l'occidental de se dire, voilà ce que ça va représenter, voilà ce que ça va pouvoir englober, quoi. Mais je pense, pour aller dans votre sens à tous. Oh merde, on débat là. Pour le coup. Mais non, je pense qu'il y a eu vraiment une espèce de guerre d'ego et de fierté occidentale arrivée à la génération PS3, justement après KOTOR et tout, qui sont des exemples excellents, de se dire, après toutes ces années de domination du Japon, que ce soit sur le terme technologique, mais aussi culturel au sein du jeu vidéo, sont arrivés en mode, les gars, c'est à nous maintenant en fait. Et je pense que c'est ce qui a aussi participé au fait de créer ce terme qui pour moi est péjoratif quand même de JRPG, parce qu'on l'a dit, il est trop fourre-tout, il sert à rien à part faire la diff, tu vois. C'est ce qui a participé à ça, c'est se dire, écoutez, nous maintenant on a Mass Effect, on a Dragon Age, dégage avec ton Final Fantasy, ton Tales of il pue la merde, et de toute façon t'arrives même pas à faire ce que nous on arrive à faire avec Unreal Engine et tout, tu vois, genre dégager les Japonais. Et on a passé franchement toute une génération à être comme ça avec PS3 60, Xbox 360, et petit à petit sur la PS4 à un moment mais finalement les stéréotypes japonais on les aime bien aussi. On les aime bien, et le public aussi. D'ailleurs, Communiste Burger dans le chat nous dit les questions de langage appartiennent au peuple, et tant que les gens diront d'un RPG tour par tour animé qu'il est un JRPG, ça restera comme ça. Donc ça devient un mot à part entière. Et l'industrie du jeu vidéo est plein à craquer de trucs comme ça. Avant, on ne parlait pas de FPS, on parlait de Doom-like. Là, on n'arrive toujours pas à trouver une définition fiable à Souls-like. On ne sait toujours pas quel terme leur donner. Des Metroidvania, il y en a plein en vrai. Et finalement... Et pourtant, le genre a évolué. Enfin, tu vois, quand on parle de Binding of Isaac ou tu parles de encore plein de jeux, aujourd'hui, tu vas avoir des roguelikes qui vont être vraiment slashés avec d'autres genres, d'autres mécaniques. C'est du double et genre. c'est vrai qu'aujourd'hui, on crosse les termes à la limite, mais on n'en fait pas plus. Et je trouve que même en termes de distinction, quand on voit sur des cérémonies où parfois on se retrouve avec Versus, tu vois, quand il y avait Sifu qui s'est retrouvé au milieu de jeux de combat et que les gens n'arrivaient pas à comprendre ça. Et ils sont en mode, ça fait pas sens, Et du coup, c'est là où je pense qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui d'aller définir et poser les termes de chaque genre et vraiment en recréer des nouveaux s'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des genres qui sont des slash et des crosses de termes qui sont devenus normal, tu vois, genre un Hades, un machin, et qui vont devenir des consécrations par la suite. On va en voir de plus en plus. Donc, je sais pas, faut peut-être évoluer un petit peu, quoi. Puis surtout, maintenant, le truc qui est compliqué, c'est que les propositions, avant, les propositions fortes des jeux vidéo, c'était des mécaniques qui étaient très simples, très basiques, donc c'était plutôt facile de rentrer un jeu dans une catégorie. Maintenant, on va prendre l'exemple de Cyberpunk. Tu le mets dans quoi ? Genre, tu vois, t'as des statistiques, t'as des choix. Ok, est-ce que c'est un Cyberpunk, RPG ? il est dans RPG occidental, Du coup, puis après, t'as les notions d'FP, t'as les notions de monde ouvert. Enfin, tu sais, t'as trop de trucs. T'as de l'infiltration aussi. Puis finalement, t'as du Doom-like parce que tu shootes vraiment dans le tas. Et en fait, tu fais, mais du coup, on en fait quoi ? C'est quoi la proposition forte ? Dans quelle catégorie on le met ? Et au final, tu te retrouves avec des jeux en fait où tu vas avoir des couches et des surcouches et des surcouches qu'au final, on n'y comprend plus rien. Ça, c'est très juste. Par exemple, je joue à un jeu en ce moment qui s'appelle The Last Spell, qui avait été montré au Pégase. C'est un mélange de RPG tactique, Tower Defense en roguelite. Ah ouais. Voilà. La base. C'est les trois. Et en mode, là, c'est le bingo gagnant. Le jeu est incroyable. Je passe un pur moment dessus, mais pour aller dans ton sens, des surcouches de gameplay comme ça, parfois on sait plus vraiment donner de la tête. Mais il y a un autre problème en fait avec ce terme JRPG. Pendant que c'est ça, The Last Spell, c'est extrêmement stylé. Ah oui, ça avait l'air grave stylé. C'est un tactical. Je rajoute aussi le terme City Builder. Voilà. Parce que j'avais oublié qu'il y a aussi du City Building. Voilà, parce que pourquoi pas. Et je pose une carte face cachée. Oh non, mais vraiment, le jeu. Mais excellent jeu, vraiment. Jeu français, Cocorico, Arcade Crew, on les embrasse. Bref, mais ce terme JRPG, justement, il est un peu plus malheureusement déconnant, puisque en fait, les Japonais le prennent comme une forme de discrimination. Et ça, c'est quelque chose qui est bien mis en avant. Bref, du coup, est-ce que ce terme de JRPG, pour vous, on doit le conserver, puisque notre cher producteur de FF16 le dit, on en a marre de taxer nos jeux de JRPG, c'est discriminant. C'est un terme péjoratif, il a toujours été utilisé dans un contexte péjoratif. Aujourd'hui, on l'oublie parce qu'on l'utilise effectivement pour catégoriser des choses qui ne se catégorisent pas finalement, parce que tout ce qu'on fait appel à... Enfin, les notions auxquelles on fait appel quand on parle de JRPG, c'est justement ces constructions culturelles qu'on n'a pas forcément, ces stéréotypes qu'on n'utilise pas dans notre propre culture. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas nous-mêmes nos propres stéréotypes, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, dans les RPG occidentaux, c'est un petit peu toujours le même gaillard qui fait un peu toujours la même chose aussi, c'est juste, et dans un univers sombre, alors que c'est un univers très pop et coloré, dans un JRPG. Mais au bout du bout, ça reste un terme péjoratif. Faut se mettre dans les bottes de Yoshipi, il est en train d'essayer de faire un jeu de rôle qui veut parler
l'intégralité du monde tel qu'il le connaît et on lui met une étiquette qui dit c'est un RPG japonais. Quoi qu'il arrive, tu restes chez toi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans ? Sachant qu'on en parlait, ça dilue le type de jeu que ça peut être dans un univers où effectivement on n'arrête pas de mélanger les influences de gameplay. Et au Japon, ils le font aussi. Nier Automata, il y a des séquences de Danmaku autant que de beat'em all, autant que de RPG, tu vois. Alors oui, à quel moment on peut se dire que ce terme est bon finalement ? Moi, si je fais un autre parallèle avec la cuisine, typiquement. Désolé, vous m'excuserez là-dessus, mais par exemple, nous en France, on aime bien dire que notre vin, cuisine française, il est français, que notre cuisine, elle est française. La baguette française. La baguette française. Le vin. Fromage. Nous, on va pas dire. Alors, est-ce que pour vous, c'est culturellement aux opposés ? Nous autres Français, on aime bien rappeler que c'est français. Les Japonais n'aiment pas trop dire ça. Je pense que ça n'a pas vraiment de rapport. En fait, je pense que j'essaie de trouver un angle absolument éclaté. Je sais, et je suis désolé, je peux pas. C'est vrai que c'est chiant que tu me désamorces. Contre toi, mais c'est chiant. Non, mais parce qu'en fait, ton pied d'appel était bon, mais en fait, c'est pas le problème de dire que ce RPG vient du Japon, ce jeu vient de tel continent, parce que de toute façon, c'est quand même parlant de culture, quand tu vas jouer à un RPG japonais, tu t'attends à certaines choses un peu particulières. Donc en fait, dire qu'un jeu de rôle vient du Japon, c'est pas un problème. Au contraire. Par contre, étiqueter le jeu en tant que tel comme étant un JRPG, c'est ça le problème. Véritablement. Je crois qu'il y a un CST dans l'histoire. Ah ouais, Lox ? Parce qu'en gros, je pense qu'il y a des gens, ils sont trop fans du Japon, tu vois. Bisous les Weebos. Les suceurs de Jap. Et en fait, ces gens. Je les connais pas. Non mais, bon, j'ai une théorie. C'est une théorie, on se calme. Mais vraiment, ma théorie, c'est qu'il y a des gens, ils sont tellement fans du Japon que, comme tu dis, en fait, tu vois, FF, c'est la consécration du RPG tout court. Du coup, ce n'est pas un RPG, c'est un JRPG parce que c'est la suprématie qui vient du Japon, mec. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Le gars, il s'enflamme encore plus. Et il dit, il met des JRPG partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait les médias ? Ils ont mis pareil, ils titrent maintenant JRPG, tu le vois, c'est écrit partout. Et pour moi, tu vois, c'est le gros CSC parce que finalement, eux, c'est pour dire ça, c'est mieux. Et de l'autre côté, ils sont en mode, mais c'est discriminant. Et du coup, c'est compliqué. C'est vrai que tu mets une photo de métro en France, c'est l'Intress Pécresse MDR à l'aide, et tu mets le même métro au Japon, c'est le chat. Incroyable. Vraiment, quel urbanisme de génie. Les suceurs. Reza. Oui, alors du coup, moi, vu que je suis pas japonais, que je suis jamais allé au Japon, à part pour regarder Bleach, je savais absolument pas que c'était péjoratif au Japon. Et voilà, faisant partie de la communauté de la planète, de la France, j'entendais le terme JRPG. Mais encore une fois, absolument, moi, dans mon inconscient à moi et de la façon dont je l'ai vu évoluer sur les forums, sur les réseaux, online, pour moi, le JRPG, à la base, quand j'entendais ce terme, ça définissait les jeux de rôle en tour par tour. Pareil. Donc pas le reste. Donc pour moi, en fait, FF16, pour moi, c'est même pas un JRPG. Si je prends même la façon dont ce terme est utilisé généralement, on va dire, par le grand public, donc nous aussi, on en fait partie, c'est même pas, FF16 n'est même pas concerné. Donc est-ce qu'on peut empêcher les joueurs de parler de JRPG quand ils veulent parler d'RPG tour par tour ? Non, parce que ça fait trop longtemps qu'ils disent ça. Est-ce qu'on peut empêcher les gens d'être cons aussi ? Non, tu vois, c'est la même question. Mais c'est ce qu'il disait. Est-ce qu'on peut empêcher certains journalistes de mettre Hollow Knight dans la catégorie Souls-like alors que ça n'a rien à voir ? Non. On devrait pouvoir ça, par contre. Je peux pas leur retirer leur carte de journaliste, tu vois, je peux rien faire. Mais malheureusement, ils le font. Donc, je sais pas. Les problèmes. En tout cas, il y a eu un sondage qui a circulé dans le chat tout à l'heure. Et pour vous, le terme JRPG est-il négatif ? Vous avez dit non à 83%. Preuve en est qu'on n'est vraiment pas japonais. Donc, effectivement. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a repris possession du terme. Mais il faut voir que tout ce débat de JRPG est dans un microcosme occidental. Il n'existe pas au Japon, tout bêtement. C'est aussi ce que souligne Yoshipi. Mais voilà, PS3, Xbox 360, c'était incroyablement péjoratif. Il y a eu quand même des gros hits japonais par la suite sortis en Occident, notamment Drake 10, 12, je sais plus, bref, un Dragon Quest ou qu'importe, qui ont recommencé à redorer un petit peu le cercle. On a eu Nier Automata qui a fait un carton que personne n'aurait jamais imaginé, sachant que Nier, le premier, est sorti sur PS3 et a fait un dans l'ombre flop monumental. Drakengard et tout, c'était flop sur flop. Mais flop sur flop, alors que c'est les mêmes jeux. Donc il y a vraiment aussi un changement d'esprit et d'ouverture de la part des joueurs. Et aujourd'hui, on est plus à utiliser le terme JRPG comme quelque chose effectivement de positif. Mais ça reste que un truc occidental, ce terme, quoi. Faut bien après, le c'est ça. quoi. Évidemment qu'au Japon, ils produisent pas des JRPG. Ils font des RPG, point. Et après, d'un point de vue extérieur, bien sûr, c'est un RPG qui, lui, sera japonais. Mais évidemment, pour eux, la question, elle se pose même pas.
Mais c'est surtout que eux-mêmes n'utilisent pas le terme de RPG occidental, je pense. Et c'est là aussi où c'est important. Oui, et je pense que c'est là où effectivement il y a quelque chose de discriminant à leurs yeux, et c'est à juste titre, c'est qu'effectivement eux, quand un RPG vient de Pologne ou de France ou des États-Unis, ils vont pas aller justement mettre un territoire derrière le jeu, derrière tout ce qui a été force de proposition. Donc c'est une erreur encore de notre. S'ils en avaient été à l'origine, comme t'en parlais sur le vin ou les trucs comme ça, une espèce d'appellation de trucs sur laquelle tu peux te mettre derrière et être fier de ce que tu fais. On parlerait de quelque chose de très différent que toute une génération où tous les occidentaux leur ont craché à la gueule en mettant une étiquette par-dessus, genre et maintenant tu dois un peu l'assumer, tu vois, genre ah ouais cool, on m'appelait Morveux au collège et maintenant on le ressort au lycée, c'est trop bien, tu vois. C'est vraiment trop cool. C'est naze quoi. En tout cas, alors dernière question avant de passer au sujet, est-ce que selon vous le JRPG, si on doit conserver ce terme, on va le conserver pour la fin de cette émission, vous nous en tiendrez par rigueur, est-ce que ce genre est encore totalement dans le vent? Est-ce qu'on est encore, en fait, dans la mode du JRPG? Dragon Quest 11 a plutôt bien réussi son pari. On sort d'un Octopath Traveler 2. Octopath Traveler 2, il a marché, là. On sort d'un Triangle Strategy. On sort de tout cela. On sort d'un Persona 5 qui a fait million seller pour un Persona 5. C'est énorme. On sort de One Piece Odyssey, malheureusement. Tu l'as pas fait Scarlet Nexus, toi? Si, je l'ai fait, mais ça, c'est plus un hack and slash action RPG, mais j'ai pas kiffé. Ouais, ok. Là, j'ai des potes qui ont kiffé, mais moi, j'ai pas kiffé. Moi, j'en ai entendu du bien, mais. Poster. En fait, je pense que ce genre de jeu a un défaut énorme par rapport à où on en est aujourd'hui dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ça se consomme de bien des manières, des fois un peu sur le pouce, tu sais, ou des fois tu vas jouer par procuration en regardant quelqu'un d'autre jouer. Et en fait, le problème, c'est que généralement, les RPG, ou JRPG du coup, c'est des jeux à histoire, c'est des jeux qui vont te prendre, c'est des jeux à réflexion, à système. Et en fait, c'est des jeux qui se retranscrivent très mal tant que t'as pas véritablement la manette en main, que tu te plonges pas dedans, que tu fais pas tes propres choix et que tu subis pas les conséquences de tes propres actes. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on est sur un des plus vieux styles de l'histoire en matière de jeux vidéo. Donc évidemment que c'est toujours plus que très qualitatif puisque ça a été maîtrisé encore et on continue à aller toujours un peu plus loin. Sauf que malheureusement, en effet, c'est pas les styles les plus visibles parce que en désadéquation avec le système de consommation du jeu vidéo aujourd'hui. Pour toi, c'est plus trop adapté à comment on consomme le jeu vidéo aujourd'hui. Ça se tient effectivement. En tout cas, FF16, lui, va de toute façon tout péter. C'est un des jeux les plus attendus de l'année. On attend une nomination aux Game Awards. Cela va de soi. Et ça fait partie de la shortlist des GOTY de cette année. Alors que le jeu n'est même pas sorti. Vous dire à quel point ça va aller fort de chez fort. Bref, on va pouvoir continuer avec un autre style de débat. Celui-ci va parler peut-être pas forcément de JRPG, mais en tout cas de ces genres de jeux. On va parler des vrais jeux maintenant. On va parler des vrais jeux vidéo, voilà. Parce que les JRPG avec 76 fois la même histoire, on a compris. Là, je vais me faire incendier par le chat. C'est bon, on a une demi-heure qui se retient. Une demi-heure. Je le sentais. Ah bah les mecs, ils ont eu un Persona en 25 ans, ça y est, c'est le renouveau de l'écriture, il faut savoir. Bref, mais en tout cas, surtout, ce qu'on va se dire, c'est que il y a aussi d'autres genres de jeux qui sont bien, qui sont peut-être plus forcément adaptés à nos méthodes de consommation. Et ils sont nombreux. Ils sont adaptés aux tiennes, Reza. Je suis satisfait. Hack and slash, point and click, tower defense, beat 'em up, run and gun, tous ces genres de jeux pour les plus jeunes, ça vous ne dit peut-être pas grand-chose, peut-être hack and slash, puisque Genshin Impact peut s'en rapprocher quand même pas mal. Ah bon, c'est pas un JRPG? C'est peut-être un JRPG hack and slash, un roguelite. Qui vient de Chine. Ouais, un JRPG de Chine, ouais. Exactement. Massivement multijoueur, pas du tout. Très occidental comme réflexion. Exactement. Et genre, c'est la même chose. En plus, sachant que Genshin Impact, quel beau pays. C'est chinois. Je parle africain. Oui, complètement. On est battu, c'est pas JRPG, c'est chinois. C'est le Japon de Chine, ouais. C'est le Japon de Chine. Est-ce que ces genres de jeux ont encore la cote? Alors oui. Alors moi je prends la parole. Reza, ok, vas-y, Reza, Je prends la parole. Façon, dans le ring. On en a rien à foutre de la hype. J'en ai rien à foutre des AAA, AA, -A, -8, 1D, pas 1D. Ici, on joue au bon jeu. D'accord. Si un jeu est bon, on y va. Ouais. On suit plus la publicité de la télé depuis qu'on a 13 ans. C'est terminé ça, monsieur. Donc, bien évidemment, c'est pas les jeux qui vendent le plus. Mais c'est les jeux sur lesquels je m'amuse le plus personnellement. Après, on va dire oui, forcément, comme dans n'importe quelle société, comme dans n'importe quelle entreprise, t'as le marketing.
Le marketing, c'est ce qui fonctionne. Ce qu'on te catapulte en avant, la pub à l'arrêt de bus, la pub sur le métro, la pub dans la radio, dans la voiture, c'est ça qui va fonctionner. La force marketing de PlayStation qui te met en avant un God of War Ragnarok, c'est pas la force marketing de Capcom qui te met en avant Devil May Cry 5. Tu vois ce que je veux dire ? Un peut sortir sans que toi tu l'aperçois, l'autre va sortir, tu l'auras forcément vu. Croisé, ouais. Donc oui, les méthodes de consommation sont différentes. Il y a des genres qui ont moins la cote, mais moins la cote, ça veut pas dire que le genre ne fonctionne plus. On a Slow Clap, studio parisien, qui a sorti Sifu de nulle part, sur un genre qui se fait quasiment plus, et qui a fait 1 million en moins d'une semaine. Et ça, pour moi, c'est une victoire du jeu vidéo. C'est le fait de ne pas forcément suivre la tendance, mais de proposer un produit de qualité qui va parler peut-être à une niche et à des gens en dehors de cette niche, tellement ils vont se rendre compte que le produit est de qualité. Et on a eu pareil cette année avec Hi-Fi Rush, qui est sorti en Shadow Drop, qui est un beat 'em up, donc BTU. Donc j'ai vu dans le chat en plus tout à l'heure, ça parlait de beat 'em all. Non, le genre c'est BTU. Donc c'est un beat 'em up, donc c'est un genre qui marche plus trop, mais on y a mis une patte graphique, une DA exceptionnelle, mixé avec un jeu de rythme. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, multiplier les sous-genres. Beat 'em up, jeu de rythme, machin. Et ça a pu toucher des gens qui ne joueraient même pas un beat 'em up aujourd'hui, juste parce qu'il y a du rythme, il y a une belle DA. Donc oui, ces jeux fonctionnent, ces jeux sont bien, ils fonctionneront moins que les jeux tendance du moment, avec les budgets adéquats, mais c'est aussi ça le jeu vidéo, c'est la diversité. Et sans ces jeux-là, c'est la mort du JV pour moi. Incroyable, j'ai envie de me refaire une run. Oui, allô, en fait, Foster. Ouais, je me permets, je me glisse, tu vois, parce qu'en fait, je trouve le sujet super, vraiment très intéressant. Et en fait, le truc, c'est que c'est des jeux que tu as cités qui ont des mécaniques qui sont très fortes, très simples. Genre, en fait, on va pas par 4 chemins, tu vois. Un beat'em up, t'avances, il y a des ennemis, tu tapes. Point barre. Et du coup, en fait, c'est une base qui est tellement solide que tu peux te permettre de construire énormément de choses autour. Et en fait, c'est un terreau d'exploration et d'innovation qui est complètement juste fantastique. Donc, en effet, par contre, c'est pas forcément le plus sexy quand, bah, tiens, t'as un can slash et puis derrière, tu as ton côté un peu créatif. Au final, t'y vas, t'avances, tu tapes tes trucs. Enfin, bref. Le point de base est pas le plus sexy. Sauf que, par contre, un point qui est très intéressant, c'est que ces styles de jeu qui, lorsqu'ils sont la mécanique principale, sont pas forcément les plus populaires parce qu'on part dans des indépendants, market, machin, tout et tout. Par contre, ça va être des mécaniques que tu vas retrouver dans des jeux beaucoup plus gros de façon régulière. Ouais. Des mécaniques de beat'em up dans des jeux un peu plus importants, des mécaniques de hack and slash dans des jeux un peu plus importants, etc. Et en fait, c'est donc... Ça dépend comment tu places la valeur de cette mécanique, grosso modo, dans l'échelle de ce que doit représenter ton jeu. Je sais pas si c'est super clair. Si, en gros, si tu dois imaginer ce que tu dis, c'est le petit artisan qui va se faire racheter par la grosse méga corporation pour lui dire hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, maintenant c'est moi qui vais le faire et qui vais le d'industrialiser en fait. Oui, les gros studios viennent pomper les trucs les plus originaux qui viennent toujours des petits jeux indés. On a le droit de dire. C'est fou ça. Mais arrêtez. C'est fou ça. Je vais reprendre mon propos. Imaginons donc un beat'em up, ok, t'avances, tu tapes absolument tout ce que t'as autour de toi, ok. Dans un action RPG, tu vas avancer, tu vas avoir un combat et tu vas taper ce qui est autour de toi. Dans cette phase d'action, au final, c'est des actions de beat'em up, tu vois. T'es d'enfermé dans une arène, t'as 2-3 ennemis, tu leur bourres le crâne, c'est fini, tu repars sur ta phase RPG. Par exemple, le FF7 Remake, tu vois. La mécanique de beat'em up n'est pas ta mécanique principale. C'est une mécanique de combat qui va être dynamique et qui va appuyer et servir le propos de ton jeu. Mais c'est pas la base de ton jeu. C'est plus le jeu qui est un beat'em up, clairement. Bah, c'est justement, j'y pensais quand vous parliez tous les deux, c'est qu'il y a quand même des genres de jeux qui ont disparu en tant que jeu uniquement, comme tu le disais. C'est qu'aujourd'hui, c'est intégré un truc. Et je trouve que l'un des exemples les plus frappants, c'est quand même le shoot'em up, qui était un genre phare de l'arcade des années 90. Sauf que c'est ça le souci, c'est que c'était un genre phare de l'arcade, donc ça s'attendait à avoir un leaderboard local, ça s'attendait à te faire rejouer au même truc avec un niveau de difficulté abusif jusqu'à ce que tu maîtrises les arcades de ce jeu, un truc incroyable. Et au final, aujourd'hui, vu que les leaderboards sont mondiaux, ça peut faire énormément fuir et faire peur les gens pour toucher ce genre de truc. Quand tu te dis, tu passes dans la salle d'arcade du coin, on va dire, même si ça fait longtemps que ça n'existe plus, que tu vois qu'il y a un score à 1000 et tu te dis, quand je joue, je suis à 850, vas-y, je me dose un coup, j'y vais. Ça, c'est différent que tu lances un jeu, puis tu te rends compte que le leaderboard, il est déjà à 2 millions. Bon chance. Ok, cool, comme dirait l'autre, effectivement. Mais enfin, en tout cas, par exemple, si on prend le genre du hack and slash, puisque c'est un genre qu'on vient de citer, on a une grosse sortie, évidemment, le 6 juin prochain. Ah là 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 là. Diablo 4, évidemment, à en parler, j'ai envie de pleurer. Diablo 4, il est de retour parmi nous, quasiment 10 ans, en fait, après le dernier, Diablo 3, évidemment. 10 piges, on n'en peut plus de ce jeu, vivement qu'il sorte.
Et pourtant, ça a l'air d'être l'un des seuls véritables représentants, en vérité, de son genre, Diablo 4. Et on parle d'un jeu AAA, Reza. Après, ça va, entre temps, genre, après Diablo 3, t'as eu quoi? T'as eu Pass of Exile, t'as eu machin. Ouais, quand même. Confidentiel, quand même. Des hack and slash vue isométrique. Pour moi, le genre est vraiment jamais mort. Moi, c'est quoi le jeu coréen Lost Ark. T'as eu Lost Ark, t'as eu PoE, t'as eu Diablo. En vrai, t'en as eu plusieurs quand même. Et si même on va chercher dans les AA et les indés, moi, c'est pas mon genre de prédilection, mais je sais que je voyais quand même pas mal de gens doser pas mal de choses. Donc au final, c'est pas un jeu qui est mort. Hades. Et surtout, c'est un jeu. Hades, pour moi, c'est différent. Ouais. Hades, on est sur Hades, c'est un dungeon crawler. Oui. Bah, après, Oui, c'est un hack and slash, dungeon crawler, parce qu'au final, il faut préciser aux gens ce que c'est le terme hack and slash. Donc, encore une fois, là, ça rentre dans les conversations de genre. Dans la tête des gens, un hack and slash, enfin, dans la tête généralement des gens, hack and slash, c'est un Diablo-like. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Devil May Cry 5, c'est un hack and slash. Bien sûr. Parce que tu trucides les ennemis, mais si tu dis à quelqu'un que Devil May Cry, c'est un hack and slash, d'autres gens vont te dire ah non, je croyais que c'était qu'un beat 'em up. Tu vois. Donc, oui, après, si on compte ça, du coup, on va compter DMC, on va compter Hades, on va compter tout ça. Et à partir de ce moment-là, des jeux, il y en a plein. Non mais Diablo, il a défini, enfin c'est pas il a défini le genre, c'est que les gens justement l'ont très vite collé à ce genre-là. Et quand justement ils ont apprécié du Diablo, ils cherchaient des Diablo-like, tu vois. C'est pas ça, ils cherchaient même plus des hack and slash. Ils cherchaient des RPG occidentaux en vue isométrique dans les limbes, c'est bon, on les connaît. On fait chier, c'est toujours la même chose. Vos stéréotypes d'occidentaux, quoi. Alors que moi, je suis japonais. Les mecs baissent la luminosité, ils pensent avoir fait une direction artistique. C'est un truc de fou. C'est pas Là, on est possible. trop edgy, on parle de la religion, quoi. Bah merci. Et surtout, c'est un manque genre. de waifu, c'est vrai. C'est des jeux chronophages qui se jouent longtemps. Ouais. Du coup, t'as pas besoin d'avoir plusieurs sorties comme à l'époque des jeux que tu pouvais faire en un an, tu vois. Des mecs qui ont joué à Diablo 3, même Diablo 2, tu vois, moi j'ai commencé Diablo sur Diablo 2. Diablo 2, j'ai joué 3-4 ans. Pareil à l'époque pour Age of Empire, Age of Mythology, tu vois. Donc au final, c'est pas des jeux qui ont besoin de 50 sorties par dizaine d'années. En vrai, sur 10 ans, tu fais 4 gros hack and slash en vue isométrique, tu fais des AA, des jeux indés pour varier la proposition, c'est suffisant en fait, tu vois. Et c'est ça le plus dur. Ouais. C'est qu'en fait, justement, un hack and slash, c'est un genre de jeu dans lequel tu vas y rester, tu vas rejouer. Et un des trucs les plus durs déjà pour un développeur de jeu, c'est avoir de la rétention au niveau des joueurs qui quittent pas ton jeu au bout de 5 minutes, au bout du premier niveau, etc. Mais alors, en plus de ça, qui reste dedans, qui rejoue encore et encore pour véritablement découvrir et prendre plaisir dans le jeu vidéo, c'est trop dur. C'est trop dur. Et le hack and slash se base principalement là-dessus, sur le fait que les joueurs vont rejouer. Bon courage pour faire un bon hack and slash. Une fois que tu le termines, il commence en fait, donc forcément, à partir de là. La mécanique principale de hack and slash, c'est le loot. Donc, a priori, tu relances une pièce dans la machine à chaque run et tu essaies d'avoir l'item le plus pété. Qui a dit gacha avant l'heure peut-être. Qui a dit gacha En tout cas, voilà pour la hack and slash. On attend Diablo 4 avec impatience, bordel. Surtout que le nécromancien, dès le début, merci beaucoup. Même moi, je vais y jouer, c'est vous. Tu joues nécromancien Bien sûr que je joue des nécromanciens, évidemment. J'aurais pas le temps de jouer à Diablo 4, mais je joue nécromancien aussi. Frère, il sort à 3 jours de Street 6 et FF16. Les trois jeux, ils sortent sous 6 jours. Il y a 24 heures dans une journée, il y a 7 heures de sommeil. Va falloir faire des choix de toute façon. Tu pourras pas jouer aux 3 jeux en même temps au mois de juin. Donc va falloir faire des choix. De toute façon, c'est déjà acheté. Donc... J'avoue. Faire des choix, justement, ça va être aussi le propos du prochain genre, le point and click, qui est un jeu qui a surtout pété avec l'avènement du micro-ordinateur. Parce que t'as de Monkey Island. Mais on va parler de Monkey Island, hein. Puisque Monkey Island, ça fait partie de ces jeux fondateurs aussi du point and click. Plus que fondateurs en vérité, qui ont prolongé vraiment l'expérience. C'est l'avènement du micro-ordinateur à la maison. C'est des jeux qui sont extrêmement jolis, puisque l'ordinateur permet d'avoir des graphismes que les consoles de salon à l'époque ne permettent pas. Et surtout, c'est la jouabilité clavier-souris à l'état pur. Un genre de jeu qui, alors aujourd'hui, c'est quoi les sorties véritablement point and click qu'on a eues ces derniers temps? Pas tant que ça. Poster. En vrai, si tu prends le... Pardon. Non, vas-y. Non, depuis tout à l'heure, je parle, moi. Non, c'est moi, je parle trop en vrai. Ouais, je parle tout le temps. Genre, j'en ai fait mon taf et tout. Mais en fait, c'est ça. En fait, il y a eu Return to Monkey Island qui est sorti, qui a souffert quand même un peu de polémique. Mais en vrai, il n'y a pas tant de point and click, je trouve, qui sortent que ça. Et justement, il y a un peu ce qu'on disait, tu vois, ce problème parfois de définition des termes, de hype et tout. Je pense au dernier point and click qui a... on va dire, bénéficier, à la fois souffert en fait de la visibilité qui lui a été attribuée, c'est 12 minutes. Qui était sorti à l'époque, vous savez, donc le jeu vu du dessus, un couple dans un appartement, situation très compliquée. Et tu vois, genre, finalement, je trouve que c'est un des genres un petit peu abandonnés au fur et à mesure. Dans les années 2000, forcément, c'était au top et tout, on flic. Aujourd'hui, on en voit moins et surtout, en fait,
les gens, les aspects, on va dire, la simplification de ce que peut te présenter un point and click est très loin derrière la vérité de ce qu'est le jeu. Un point and click, c'est un jeu difficile, c'est un jeu avec des énigmes, beaucoup de choses à résoudre. Et les gens, souvent, quand ils sont confrontés à ça, ils s'attendaient juste à être en train de chill et cliquer au calme. Et en fait, c'est pas ça le point and click. Du coup, j'ai l'impression qu'ils souffrent vraiment de cette définition et du fait qu'il n'y en ait pas tant que ça et des propositions pas tant variées finalement. C'est marrant parce que justement pour moi, le point and click, c'est un genre qui a énormément évolué. Pour moi, point and click, c'est juste tu pointes, tu cliques, point barre. Et en fait, tes mécaniques de gameplay doivent s'arrêter à 16 interactions. Pas de manette, pas de clavier, ou vraiment au minimum. Et voilà, tu suis. Et en fait, justement, je trouve que le point and click a énormément évolué parce qu'on s'est tapé du coup tout un tas d'histoires, les Retour Tomoki Island, ou même une tétrachier de jeux pour enfants, hein, les Hadibou ou le truc avec la petite voiture ou le poisson. Là. Dans les céréales. Dans les céréales. J'ai eu combien de point and click dans les céréales? On est d'accord. C'était facile à développer, tu vois. Donc, Il y en avait trop. C'est des jeux qui sont, d'un point de vue du coup programmation pure de mécanique, très simple à produire. J'ai pensé également à tous les... Ah putain, le doigt là. le gros doigt. Non, le gros doigt là. En costard, bleu, avocat. Début, là, mais, Ah, Grim Fandango. Alors je pense à lui, mais pas lui. Non, Ace Attorney, putain. Ace Attorney. Oh, Phoenix Wright. Phoenix Wright. Le doigt là, comme ça le doigt. Mais t'aurais dû dire objection. Bah oui. Oh là là. Qui était un point and click, qui au final, là t'as Objection, quoi. Pardon, ouais, désolé, on fait ce qu'on peut. On a déjà là une première évolution qui va être à la phase point and click, puis la phase du coup de jugement. Ouais. Et je vais aller même un peu plus loin en prenant par exemple des jeux indépendants. C'est Horsewell, un truc dans le genre, j'ai plus le nom, ça m'énerve. Où en fait tu bosses pour l'État, grosso modo, un peu dystopique sur les bords. Tu fais partie du... Non. Presque, mais pas. Tu sers grosso modo, en fait, le gouvernement ETC, tu fais de la surveillance, point barre. Tu fais de la surveillance, ok. Oui, et du coup, tu fouilles dans les différents fichiers, tout et tout. Et en fait, tu te retrouves littéralement, ton écran de jeu, en fait, c'est un écran d'ordinateur. Tu vois, un peu là, Emily the Wall, je sais plus trop quelle connerie, tu vois. Tu as juste un écran d'ordinateur et en fait, tu joues avec les fenêtres, tu vas récupérer des éléments dans des journaux et tout et tout. Et en fait, t'es pas sur l'énigme du clic, où est le lapin sur l'écran? Tic tac, tic tac. Non, tu vois, mais c'est plutôt récupère les éléments qui sont importants à l'instant T. C'était pas mon bout de la gueule du point and click. J'ai toute mon enfance qui m'est revenue. Ouais, moi aussi, là, je suis là, ouais. J'ai Hadibou, il vient de faire un backflip là. J'avoue, c'est bon, je vais faire des gâteaux avec les chats, j'ai compris. Désolé, c'était pas le but. Lui, il a pas malin. Mais bon, grosso modo, le style, je pense, évolue et propose de nouvelles choses, toujours en gardant les mécaniques de point and click. On reste dans l'énigme, on reste dans la recherche d'éléments, mais c'est présenté de manière excessivement différente. Et je trouve que c'est devenu un genre des plus satisfaisants. Orwell, oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais non, mais... C'est pour ça que je suis en train de trigger en fait. Je te remercie, je c'est trop chaud. Complètement en train de c'est trigger. exactement ça, la régie trop forte. Orwell, du coup, a priori, on doit fouiller dans des mails, aller trouver quelques newsletters compromettantes. Bref. Ah, c'est 1984 le bail, je vous le dis voilà. tout de suite. C'est... Je spoil. Lisez-le. C'est là, mais c'est vrai que point and click, on est sur un genre de jeu qui est forcé d'évoluer. Alors peut-être que c'est aussi un genre de jeu qu'on retrouve un peu plus facilement sur le mobile. Ça se met bien, ça se porte bien. Mais il y avait un jeu qui a été édité par Arte, qui s'appelle Hors de ça, et qui était un point and click en FMV, donc en full motion vidéo, qui était vraiment plutôt chouette. Bref, on va aller du côté d'un genre de jeu que moi j'apprécie immensément, notamment en rapport au mode sur Warcraft 3 à l'époque. Dieu sait si je me suis buté sur ça. Mais non. C'était les Tower Defense. Bien sûr. C'est buté, hein, EX. Les non, il s'appelait ces maps Tower Defense. Je sais plus, mec. Je crois que c'était peut-être pas les monolithes, non. 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 Mais ouais, effectivement, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de ce genre avec les maps Warcraft 3. Les maps custom Warcraft 3. Les Kodotag, un truc comme ça. J'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom. Mais ouais, après, je pense que c'est quand même un genre de jeu qui est très très vivant aujourd'hui, le Tower, sur mobile. Et pas sur les bons titres. C'est un peu le souci. Il y a énormément de productions japonaises aujourd'hui de full gacha, récupère ta waifu. Oh là là, les feels. C'est Kodotag, il me semblait le truc. Mais bref. Et du coup, ouais, c'est pas un genre de jeu mort, mais quelque part, il est un peu niche. Il est là, mais il est pas niché, mais il est plus trop respecté en tant que jeu vidéo et plus comme une espèce de passe-temps de file les thunes si tu veux passer, quoi. C'est ça, t'en as beaucoup plus aujourd'hui sur mobile et du coup, c'est vrai que ils sont très bons. Hein. Attention, moi je joue toujours à des Tower Defense sur mobile, j'assume complètement. Je ne lâcherai jamais les Tower Defense, c'est la vie de fou. Mais ouais, en vrai, moi je me rends bien compte. J'adorais les Tower Defense. Aujourd'hui, j'y joue plus que sur mobile, pourtant j'ai un PC. Genre c'est con, mais je vois pas autrement. Et je pense qu'il y a
C'est pas que c'est un genre sous-côté, je sais pas si les gens ils. Non, En fait, des fois, je trouve que c'est une mécanique qu'on vient de te remettre, tu vois, dans des jeux, on te propose une petite session à un moment, mais c'est vrai qu'on ne fait plus de tower defense brut de coffre, tu vois, genre en mode je te balance juste un tower defense. Ça avait à l'époque cette notion de sous-genre du jeu de réflexion ou du jeu de stratégie, alors qu'aujourd'hui c'est un peu le genre phare du mobile et point barre en fait, quoi. Et je pense surtout en fait que le tower defense a évolué et aujourd'hui le tower defense c'est l'auto-chess. Ben, en fait, moi, j'allais vous dire, c'est un auto-battleur. Pour moi, c'est l'auto-battleur par excellence, le tower defense. Ah bah, il y a J'y de avais ça, pas alors pensé, ça. Non, mais parce que ouais, bah ouais, j'avais mais pas compte du tout, ouais. bah tu vois, du coup, bah ouais, je vais Ça jouer à reste- TFT ouais, et machin, ça mais j'ai peut pas être du tout différent. la sensation de jouer un non. Un tower defense, Ah ouais, ouais. pas Parce du qu'on tout. parce Ah, qu'on pour a moi, c'est toujours. encore c'est proche. Je vois le côté similaire dans l'aspect stratégie et tout ça, la Bah, tactique tu à prépares ton réfléchir. truc et tu Mais lances quand le je joue à TFT, non. Genre, non. C'est non. Il y a deux jeux qui sont pas mal. Je crois qu'il y en a un, je l'avais présenté sur l'émission qu'on s'est fait catapulter. Malheureusement, je ne dirais pas le nom. Laquelle? La meilleure, la plus belle. Je crois que ça s'appelait The Rift Breaker ou un truc comme ça. Ouais. C'était sorti il y a 1 an et demi sur le Game Pass. Je l'avais présenté ici. Justement, c'est aussi en quelque sorte un tower defense mixé à un RTS. C'est un RTS tower defense parce qu'en gros, si. tu fais tes trucs et après le lendemain ou la nuit, je sais plus quoi, les mecs ils t'attaquent et tout. Ouais. Et t'en as un autre, j'ai oublié le nom, mais je l'ai aussi sur Steam, j'ai joué un peu, c'est mixé à un roguelike. C'est un roguelike tower defense. Donc en fait, aujourd'hui, les tower defense existent toujours. Ça revient un peu à la conversation qu'on avait en début de cette émission, c'est que les genres sont mixés. Et du coup, tu ne peux plus faire un tower defense juste brut, comme tu vas plus faire forcément un beat'em up, brut, tout avance et tu tapes. On va mixer quelques sous-genres pour en faire quand même un bon jeu. Et du coup, à la The Rift Breaker, t'as l'impression de jouer un RTS, mais c'est un tower defense en même temps. Donc tu vas récupérer des ressources, tu vas builder, c'est en même temps un city builder parce que tu dois builder des trucs pour avoir de la ressource, de l'énergie, des machins et tout. Et après, t'as des hordes qui t'attaquent et autres. Donc voilà, le genre existe toujours, sauf qu'il est mixé à d'autres sous-genres et il y a quand même des trucs bien encore, faut juste chercher. Quand tu cherches vraiment aujourd'hui, je trouve quand même plein de quasiment tous les sous-genres de l'époque qui ont encore des jeux vraiment cool. Pour mes whips sûrs, je vous recommande Déception. Tu joues le boss final fondamentalement et c'est toi qui mets les pièges dans ton donjon. Trop cool. Et tu dois crafter tes pièges, etc. Comme Dungeon Master. Scripts of Midgard aussi. Ouais. Par contre, c'est délire Weebry 300%. Les waifus. Il y a des waifus partout, mais c'est vachement bien. Ouais. Ça fait penser à ce jeu qui était sorti par Ubisoft à un moment qui a fait énormément parler Dungeon et Looters. qui est mort dans l'œuf très Ou certainement. Dungeon Rushers, Dungeon quelque chose. Dungeon quelque chose, ça c'est clair et net. J'y ai Où, en joué fait, à ce chacun jeu faisait vidéo. son donjon, puis Ouais. t'allais choper c'est- les donjons des autres, et littéralement leur donjon à eux c'était du tower defense grosso modo, et toi t'allais récupérer le Et il loot à la s'était fin. fait épingler parce que la version mobile était catastrophique en termes de modèle économique, alors que ça devait être normalement le grand retour d'une licence que tout le monde Mighty attendait. Quest for depuis Epic super Loot, longtemps. merci beaucoup. Il y avait, tu me diras, ça me fait penser à Heroes of Might and Magic, mais c'est encore autre chose. Je te laisse continuer. Ouais, c'était effectivement Mighty Quest for Epic Loot. Franchement, la proposition de base était vraiment pas dégoûtante et c'était un peu à l'époque où Ubisoft chiait des projets incroyables mais qui se pètent la gueule au bout d'1 an et demi. Typiquement, mon grand regret, Duel of Champions, ce jeu de cartes made in Ubisoft, exceptionnel. Incroyable, et au bout d'1 an et demi, on arrête tout parce que pourquoi pas. Après, ça en a inspiré quelques-uns. Je crois que c'est Dungeon Keeper, si je dis pas de conneries, qui récupère plus ou moins ce genre de mécanique et sur lequel tu fais un peu les mêmes choses, quoi. Ouais, tu Ça en a craftes, ça en a aspiré plus d'un, mine de rien. Craft un peu ton bazar. On va terminer rapidement sur le run and gun, puisque en dernier véritable exemple Cuphead. de run and gun, voilà, Cuphead. Dans Cuphead, t'as des missions run and gun qui devaient pas être là à la base au début du développement du jeu. Ouais, pourquoi Ils ont- donc, Reza? Tu peux m'en Parce dire que un je peu crois quand ils développaient le jeu au début, ils comptaient faire vraiment que du boss rush. Ça devait être que des boss, les stages. Et après, pendant le développement, ils ont décidé d'ajouter du run and gun pour que ce ne soit pas que ça. Je me permets de lever la main, parce que run and gun, j'ai littéralement jamais entendu ça de ma vie. Ah bon? Ouais. Jamais. Ok. C'est quoi? C'est Marrant. quand t'es sur un rail? Contrat. Tu vois les Ouais. jeux contrats? Donc un contrat, t'es Tu pas cours, sur un tu rail. tires. Ouais, mais t'es Non. pas sur un rail. C'est pas Non. rail- c'est pas, Mais en c'est pas, fait, non, t'as un c'est pas trajet rail gun. prédéfini, c'est très droit, quoi. C'est Genre, ça, c'est- linéaire. D'accord, ok. Gunfire Reborn, le jeu auquel tu joues en ce moment. Non, pas du tout. C'est Ça, un c'est peu un différent. FPS en roguelite. Metal ok. Slug, Vu que tu run et que tu gunnes tout le temps, c'est quoi la Metal différence? Slug, ouais. Metal Slug. Metal Slug ou c'est des Metal trucs comme Slug. ça. Généralement, bon, très on a Des une trucs très composante 2D. arcade, va à Beats- droite, tire et En salut. gros, beat'em up avec un flingue, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Voilà. En vrai. En 2D. Super, bah Mais voilà. Mais en super. vrai, voilà, du coup, c'est tout droit. Ou vu de dessus, on appelle ça un twin stick shooter. On est d'accord? Aïe, 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 Mais c'est aïe. tous la même chose. Mais ouais. Oh, c'est ça, hein. Ou alors, C'est deux analogues. Hein. ou alors t'appelles ça un JRPG et tu me fous la paix. Allez. En tout cas, voilà pour ce débat. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie à discuter un petit peu de tous ces genres de jeux vidéo. On va évidemment prendre le soin de remercier tout le monde. On va remercier Otaxu. Merci beaucoup, mon cher Otaxu, pour ces quelques conseils avisés sur le JRPG. Reza également pour ses présentations de jeux comme d'habitude. Lox qui était en pétard sur le JRPG. Ça fait plaisir.
Comme d'hab. Une alliée de fou. Ouais. Foster également qui lui globalement arrêtez de vous battre, vous êtes juste tous des cons. On est d'accord? Les autres ça va. Ok, d'accord, très bien, je vais le prendre Merci pour moi. à toi TPK. On va vous remercier de nous avoir suivis. On remercie évidemment l'équipe technique. Il y avait du Team, il y avait Léo, il y avait Borvo à la rédaction et au méga pavé dans le runner qu'on embrasse. C'est là qu'on voit aussi que c'est le boss parce qu'il ne chôme pas. En tout cas, tout de suite, on retrouve l'équipe du récap avec un invité de marque puisqu'il a pulvérisé un des records de N'oubliez pas les paroles. C'est Exact Kill qui nous revient avec beaucoup d'argent de Nagui, mais surtout toute son expérience sur cette série Téloche, désormais mythique. A tout de suite sur Récap et à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Salut!